bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue. Mais peut-être que Sophie Suzanne peut venir à côté de moi pour présenter, pour déjà souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc, cette journée commune à MEMO, AFH et CRH, le Centre de référence hémophilie avec le professeur Dargaud, professeur Sophie Suzanne et l'AFH, ça a été d'une conversation. À un moment donné, on avait le même sujet et le groupe de travail recherche MEMO avait ce sujet de la thérapie génique à communiquer auprès du réseau et l'AFH avec le CRH avait conduit une enquête patient sur les attentes et les besoins concernant la thérapie génique. Et donc, ça nous vraiment portait à cœur de présenter cela vers tout le monde. Donc, quand je dis tout le monde, c'est bien sûr les professionnels de santé, mais aussi les patients, la communauté, et puis aussi les différentes entreprises pharmaceutiques, et puis aussi les autorités sur ce sujet extrêmement important. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu organiser cette journée commune. Ça a été réalisé grâce à un soutien, bien sûr, de nos partenaires, donc CSL, Biomarin et Pfizer, que nous remercions. Et donc, voilà, cette première journée va se faire en deux parties. Partie mémo le matin, puis partie débat CRH, AFH, plus l'après-midi. Et donc, nous espérons que vous participerez aussi au débat, parce que voilà, je pense que cette inclusion, ce débat ouvert est très important pour l'avenir et l'accès à la thérapie génique en France, quelle qu'elle soit. Merci Monsieur Giraud, bonjour à toutes et tous. Donc oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'on allait aborder sous deux angles différents la thérapie génique dans l'hémophilie et qu'il fallait absolument unir nos forces et faire une seule journée. Donc cette première partie, cette matinée, sous la houlette de MEMO et du groupe de travail recherche, que je remercie très très chaleureusement, il y a plusieurs représentants ici, elle va vraiment aller, je crois que ça va être de la paillasse au lit du malade, et on va vraiment avoir un overview des perspectives d'innovation et de la suite qui vient après ce qu'on voit aujourd'hui. Et on va aussi regarder ce qui peut se passer dans d'autres disciplines et comment sont organisées finalement d'autres prises en charge thérapeutiques que l'hémophilie avec la thérapie génique. J'ai demandé à deux modérateurs de faire le travail d'animation de la matinée, donc le professeur Antoine Roch et le docteur Laurent Frenzel. Les présentations, vous avez largement le temps. On a vraiment envie de comprendre tout ce que vous allez nous présenter, et on va avoir largement le temps aussi pour l'interaction en présentiel, mais aussi vous allez pouvoir, Antoine et Laurent, nous trier les questions qui seront posées par les personnes connectées. Je crois qu'il y avait une centaine d'inscrits, je ne sais pas combien elles sont là actuellement, mais en tout cas, il y a du monde qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être passer la parole au premier modérateur, et puis bonne réunion ce matin. Alors, bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir du coup d'introduire la session MEMO. Et pour cette session, on a souhaité proposer à 3 intervenants extérieurs à la filière d'effectuer des présentations donc, en relation avec la thérapie génique. Donc, ces 3 intervenants sont le docteur Oumeya Miahadjali, qui est directrice de recherche INSERM à l'Université de Nantes et qui travaille beaucoup sur la vétérologie AAV. Le docteur, Monsieur Amendola, qui est chercheur INSERM au Généton, et qui va du coup vous parler des perspectives de thérapie génique et qui notamment travaille beaucoup sur tout ce qui est l'édition du génome. Et également le docteur Yvan de Ferraudy, qui est médecin au Centre de ressources et de compétences de Strasbourg pour l'amyotrophie spinale. Et on lui a proposé d'intervenir pour un petit peu comprendre comment finalement ils ont intégré au sein de leur filière l'arrivée de la thérapie génique, puisque comme vous le savez, le premier médicament qui a obtenu une AMM en France pour le traitement de la thérapie génique, c'est celui qui est utilisé pour la prise en charge de l'amyotrophie spinale. Donc on a le temps, on a jusqu'à 13 heures pour ces 3 interventions. Donc Laurent et moi, on proposait du coup de prévoir un temps de questions après chaque intervention et puis un temps final peut-être pour débattre un petit peu entre nous.
Il y aura également environ un petit quart d'heure de pause entre la deuxième et la troisième présentation. Voilà, donc je laisse le micro à Madame Adjali, qui va nous parler des vecteurs AAV. Je vais mettre mon chronomètre quand même, pour ne pas... Donc bonjour à toutes et tous. D'abord, je souhaitais remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette journée. Je suis vraiment ravie d'être là, d'autant plus que c'est une journée où on va pouvoir interagir avec des cliniciens, des chercheurs, des patients, et c'est vraiment, je pense, le format idéal pour avancer dans le domaine. Donc je suppose que c'est... Donc moi, je dirige le laboratoire Target à Nantes, Target pour recherche translationnelle en thérapie génique. Et on développe des stratégies de thérapie génique à l'aide de vecteurs AAV, dont je vous parlerai plus tard. Notamment, on développe des solutions technologiques, la vectorologie, comme cela a été dit juste avant, des méthodes de production des vecteurs. Et nos applications majeures sont les maladies musculaires et les maladies rétiniennes. Donc on ne travaille pas sur l'hémophilie, mais on développe des solutions technologiques qui peuvent être adaptées à l'hémophilie, et ça va être un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Alors je pense que vous êtes bien mieux placés que moi. Vous êtes certainement très au courant qu'aujourd'hui, les biothérapies, dont la thérapie génique, c'est une réalité médicale. Et là, j'ai juste repris, en fait, alors la Société américaine de thérapie génique et cellulaire publie tous les trimestres un rapport qui recense ces différents produits en développement préclinique et autorisés sur le marché. Donc là, c'est le rapport 2023, premier trimestre. Et ils recensent 24 produits de thérapie génique, incluant les cellules modifiées génétiquement. Et en réalité, il y a 13 produits de thérapie génique aux États-Unis et en Europe. Ici, ils recensent tous les produits, y compris ceux autorisés que dans un pays, notamment en Asie. Donc c'est pour ça que le chiffre est bien plus élevé que... Et donc, oui, la thérapie génique a connu un boom depuis quelques années. Ici, je vous représente le nombre d'essais cliniques en nette augmentation, avec vraiment un décrochage exponentiel à partir de 2014. Si vous recherchez aussi des éléments, l'association Map Design publie également des reportings avec des évaluations et puis le nombre d'essais cliniques de produits autorisés sur le marché régulièrement. Et là, c'est l'Immunowatch de 2022. Alors, donc, l'hémophilie, le domaine de l'hémophilie, en fait, a connu exactement ce même type d'évolution avec des débuts des essais cliniques en 2010-2011, et puis là encore un boom avec une multiplication des stratégies, des produits à l'essai clinique, et même un produit autorisé en 2022 et un autre en 2023 pour les hémophilies A et B. Alors, comme vous le savez, il y a des stratégies de thérapie génique ex vivo qui consistent à modifier les cellules du patient ex vivo génétiquement et à les réinjecter. Et puis, il y a des stratégies de transfert de gènes in vivo où on injecte en fait le produit thérapie génique directement chez le patient. Et parmi les vecteurs utilisés pour l'injection in vivo, qui est d'ailleurs la stratégie de prédilection pour les maladies hématologiques, enfin l'hémophilie, non pas les déficits immunitaires, mais les maladies hématologiques telles que l'hémophilie, eh bien, on retrouve majoritairement, et vous pouvez le voir ici, 84% de vecteurs utilisés sont des vecteurs dérivés des virus adéno-associés ou AAV. Alors, ces vecteurs, donc, dérivent de virus qui font partie de la famille des parvovirus. Et en fait, un élément déjà en leur faveur pour développer des vecteurs viraux recombinants est qu'ils sont dépendants d'autres virus qu'on appelle virus helper pour pouvoir se répliquer. Ils font partie de la famille des dépendovirus. Et en fait, pour les génothérapeutes, cela a été considéré comme un élément plutôt favorable puisque seuls, finalement, ils ne sont pas capables de se répliquer. Par ailleurs, ils sont non pathogéniques, ou en tout cas, on n'a pas de
reporting, d'observation de pathogénèse majeure, hormis il y a quelques mois, et encore on ne sait pas si c'est la poule ou l'œuf, quelques cas d'hépatite chez des patients où en fait le premier cas avait été décrit en l'été 2022, puis il y a eu d'autres cas, et puis dans la communauté de la thérapie génique, on n'est pas encore sûr si vraiment il y a un lien direct, si c'est vraiment la conséquence d'une infection à la vessie sauvage ou si c'est un ensemble de facteurs qui a résulté dans ces hépatites. Alors, une des limites par contre de l'AAV, c'est sa capacité d'encapsidation, parce que l'AAV sauvage, son génome viral, qui est un génome dans son format initial, un brin d'ADN simple brin, eh bien c'est 4,7 kb. Ça veut dire qu'on ne peut encapsider que des gènes avec leur cassette, la cassette d'expression, le promoteur, les séquences nécessaires, qui ne dépassent pas, la cassette d'expression ne peut pas dépasser cette taille, on va dire 5 kb. Ça exclut pas mal de maladies génétiques où dont les gènes mutés sont plus grands que la capacité d'encapsidation d'AAV. Mais il existe aujourd'hui des stratégies en développement, comme notamment les dual vecteurs, c'est-à-dire utiliser 2 vecteurs qui amèneraient une partie du gène et puis l'autre une partie du gène, et qui vont recombiner soit à l'échelle de l'ADN, soit à l'échelle des protéines, avec des stratégies qu'on appelle Intain. Donc il y a des solutions technologiques en cours. Et puis il y a la fameuse capside qui permet le ciblage, donc c'est une coque protéique qui permet le ciblage et l'entrée dans les cellules. Et donc on va déléter toutes les protéines à part la capside virale. On va amener les autres protéines pendant la production, juste en trans pour permettre la production du vecteur viral. Et au final, la seule protéine issue de l'AAV est la capside. Et un avantage majeur, c'est qu'une injection in vivo de ces vecteurs permet une expression à long terme. On a déjà suffisamment de recul, plusieurs années, chez les patients, et autant dans les modèles de grands animaux comme les primates non humains. Alors, un autre avantage est que ces vecteurs persistent majoritairement sous forme épisomale, c'est-à-dire qu'ils sont pas intégratifs, on va dire plutôt peu intégratifs, puisqu'il existe, il y a là encore des observations récentes depuis une année sur la détection de phénomènes intégratifs, mais à très faible fréquence comparé à d'autres vecteurs viraux comme les lentivirus ou les rétrovirus utilisés initialement dans les déficits immunitaires. Et puis, il faut dire qu'il nous offre une palette de sérotypes naturels, et puis les vectorologistes, si je peux m'exprimer ainsi, ont développé des centaines de variants, soit par ingénierie moléculaire, soit par ingénierie chimique aussi, en greffant des ligands sur la capside. Et puis on peut jouer aussi sur les voies d'administration, ce qui fait qu'on va choisir l'AAV un peu à la carte, et la voie d'administration également, pour cibler différents organes selon, alors je ne sais pas si un pointeur, non, d'accord, selon, mais je peux m'avancer, selon en fait les tissus qu'on souhaite cibler. Alors, je finirai par l'hémophilie, mais pour, par exemple, le système nerveux central, aujourd'hui, on peut injecter soit par voie intraveineuse, soit par voie intracérébrale, et on va choisir les sérotypes AV10 ou AV9 qui ont un fort tropisme pour les cellules qu'on souhaite cibler. Pour la rétine, on peut utiliser la voie intravitréenne ou sous-rétinienne, et on peut aujourd'hui utiliser le 2, la V2, la V4, la V8, par exemple. Pour les maladies musculaires, alors, la voie intramusculaire n'est pas idéale parce qu'elle résulte en un effet très localisé autour de l'injection. C'est la voie intraveineuse qui aujourd'hui est majoritaire, et on va utiliser les sérotypes 8, 6, 9, mais essentiellement 8 et 9 dans les essais cliniques. Pour l'hémophilie, en fait, l'idée, c'est d'utiliser le foie comme tissu producteur chez le patient des facteurs de coagulation déficients. Et donc, on va cibler le foie par injection en général systémique, mais elle peut être intrahépatique, intraveineuse, et on va utiliser des sérotypes comme le 5 ou le 8 qui ont un excellent tropisme pour, le foie. Et donc, ces vecteurs AAV, ils sont déjà sur le marché. Et aujourd'hui, alors, il y a eu 7 produits autorisés sur le marché. Un que j'ai un peu grisé ici parce qu'il a été retiré, c'est le Glybera, c'est le premier qui a été autorisé, mais il a été retiré à cause d'une balance coût
efficacité insuffisante. En fait, il n'était pas parfaitement efficace. Et le coût était assez élevé. Je parlerai des coûts après. Ce qui fait qu'il a été retiré après en Europe. Il avait été autorisé en Europe. Puis, il y a eu d'autres produits. Un pour une maladie rétinienne, l'amorose congénitale de Leber, le Zolgensma pour l'amyotrophie spinale de type 1. L'Upstaza, puis ça s'est un peu accéléré, comme vous pouvez voir, 2021, 22, 22, 23. En 2021, Biomarin a commercialisé Roctavian pour l'hémophilie A. Et en 2022, Lemgenix a été commercialisé pour l'hémophilie B. Et puis, en parallèle, il y a Upstaza pour un déficit métabolique, une enzyme AADC. Et en juin dernier, Elvidis, Passarepta pour la myopathie de Duchenne. Donc ça s'accélère. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de voies d'administration, mais idéalement, c'est plus simple d'administrer le vecteur par voie intraveineuse, sous forme de perfusion, plutôt que d'aller faire des chirurgies un peu invasives. Si ce n'est que les voies d'administration locales, elles permettent d'apporter le vecteur au plus près des cellules malades, des cellules cibles, la voie sous-rétinienne, la voie intracérébrale, par exemple, ou la voie intra-articulaire. Il y a eu des essais... Et là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs essais qui ont utilisé la voie intraveineuse, essais produits, puisqu'ils sont autorisés, dont les 2 produits commercialisés pour les deux hémophilies A et B. Alors, néanmoins, l'inconvénient est que cette voie intraveineuse nécessite des fortes doses. Des fortes doses qui, pour les produits que je vous ai cités, là, autorisés, mais pour les produits en développement préclinique, c'est le cas aussi. Donc là, il me manque un petit 1. On est obligé, enfin, j'ai pas mis, entre 1 10 13, disons, ou 2 10 13 et 2 10 14 particules par kilo. Alors, on va quantifier en génomes viraux, parce qu'en fait, la façon de doser ces vecteurs, c'est doser leur génome viraux par PCR, par kilogramme chez le patient. L'hémophilie présente un avantage néanmoins qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans la myopathie de Duchenne. C'est qu'en fait, un effet thérapeutique, pour avoir un effet thérapeutique chez le patient, on n'a pas besoin d'avoir des expressions très élevées des facteurs thérapeutiques, facteurs 8 ou 9 qu'on apporte avec l'AAV ou qu'on exprime grâce à l'AAV. Il a été montré dans les études précliniques, et aussi on le sait chez le patient aujourd'hui, que 5% seulement d'expression est suffisante pour avoir un effet thérapeutique. Dans la myopathie du Duchenne, les doses sont plus élevées. Donc, on est à 2 10 13 et 6 10 13 pour les 2 produits hémophilie. On est plutôt de l'ordre de 10 14 pour les maladies neuromusculaires, parce que là, on a besoin d'accéder à beaucoup plus de cibles cellulaires et aussi à un niveau d'expression beaucoup plus important. Alors, pour vous juste illustrer l'effet dose, j'ai pris plutôt un développement qu'on a fait au laboratoire. Comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas sur l'hémophilie, mais on a beaucoup travaillé avec Généton sur le produit qu'il teste aujourd'hui, qui a l'essai clinique chez le patient, donc la myopathie de Duchenne. Et on a en fait contribué, donc là c'est ma collègue Caroline Le Guiner qui est premier auteur de ce papier avec les équipes de Généton. On a évalué l'effet de leur produit, qui est un AV8, exprimant une microdystrophine, chez un chien qui porte des mutations dans le même gène, le gène de la dystrophine, comme les patients. Et en fait, ces chiens-là portent naturellement la mutation, il faut le dire, ce n'est pas une transgénèse. Et on a la chance d'avoir une école vétérinaire à Nantes avec différents modèles de maladies génétiques qu'on peut utiliser pour les validations précliniques. Donc, on a injecté 2 groupes de chiens, un à 1 10 14 VG par kilo, donc génomes viraux par kilo, et un à 2 10 13. Et quand on a regardé l'effet de l'expression, alors là, je vous montre 1 10 14 pour vous montrer déjà ce que fait un AAV qu'on injecte. Alors, j'ai beaucoup d'animations, je suis désolée, donc je vais tout montrer d'un coup. Donc là, c'est une biopsie musculaire d'un chien, en fait, qui n'exprime pas la dystrophine, qui porte une mutation sur la dystrophine, qui est atteint de myopathie de Duchenne. Et ici, un chien sain, et ce que vous voyez là, c'est le marquage de la dystrophine, qui est en fait membranaire autour des cellules. Et là, vous voyez la restauration de l'expression de la dystrophine suite à une seule injection d'AAV8 exprimant la microdystrophine canine.
Et comme vous pouvez voir, on a pu atteindre un pourcentage de cellules musculaires positifs assez important. Maintenant, pour revenir à l'effet dose, si on compare les deux doses dont je vous ai parlé, on voit clairement qu'il y a un effet dose majeur entre 2,10,13 et 1,10,14. Ici, c'est le pourcentage des fibres musculaires qui expriment le transgène d'intérêt, donc la microdystrophine. Et ici, on a quantifié les génomes viraux par qPCR dans les tissus, dans les biopsies ou dans les muscles des chiens injectés. Et je pense que l'évaluation clinique est plus parlante sur l'effet de dose et pourquoi aujourd'hui on injecte des doses supérieures à 10-13 dans les différentes indications par voie intraveineuse. Eh bien, le score clinique a montré la même chose. Ici, on fait un score clinique sur la base d'un grand nombre de critères que les vétérinaires et les cliniciens ont mesurés chez les chiens injectés. Ici, c'est le score chez les chiens non injectés. Ici, vous avez le score obtenu chez les chiens injectés avec la faible dose. Et voici ce qu'on observe avec les chiens injectés avec la forte dose. Donc, vous verrez, enfin, vous le savez certainement, dans la majorité des essais cliniques aujourd'hui, on fait des dose finding et également dans les études précliniques pour déterminer la dose finalement minimale nécessaire pour avoir un effet thérapeutique, mais qui aujourd'hui, comme vous l'avez vu, est plutôt élevé. Et ça, en fait, les injections intraveineuses et les produits injectés par voie intraveineuse, eh bien, c'est arrivé qu'un peu plus tard, on a commencé finalement dans le domaine par des applications qui nécessitent des injections locales, comme les injections sous-rétiniennes, par exemple. Juste parce qu'on ne savait pas ce qui produisait les vecteurs en parallèle de ceux qui évaluaient dans les modèles précliniques, eh bien, on ne savait pas produire ces vecteurs AAV à grande échelle. La méthode historique classique s'appuyait sur des cellules productrices adhérentes dans des plaques, des flasques, enfin des plaques cellulaires, et en fait, cela limite grandement la capacité de production, parce que vous imaginez aisément que ça nécessite beaucoup de ressources humaines et beaucoup de cultures cellulaires pour avoir les quantités nécessaires injectées chez le patient. Et puis, depuis une vingtaine d'années, ont été décrits des procédés de culture cellulaire en suspension et on est passé dans des systèmes de bioréacteurs. Sachez aujourd'hui qu'en industrie, on peut aller jusqu'à 1000, 2000, et puis il y a même des producteurs en Chine qui affichent 20 000 litres de bioréacteurs, donc on est passé vraiment à l'ère industrielle de la production. Et on a deux systèmes majeurs de cellules en suspension, les cellules d'insectes SF9 et les cellules humaines, HEK293. En fait, c'est la même lignée, sauf que celle-ci, elle a été conditionnée en culture pour qu'elle soit en suspension et qu'elle puisse produire les particules AAV. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail sur cet aspect-là, parce que les rendements ne sont pas encore au rendez-vous. Et la qualité elle-même n'est pas au rendez-vous. On a souvent des préparations avec des particules parfaites, pleines, avec le génome qu'on souhaite, donc le gène thérapeutique, le promoteur. Mais on a aussi beaucoup de particules qu'on appelle vides, ou en tout cas imparfaites, avec juste une partie du génome. Celles-ci, elles ne vont pas être efficaces thérapeutiquement. Et donc, on a vraiment beaucoup de travail dans le domaine de la bioproduction pour optimiser les procédés. Néanmoins, donc voilà, je voulais vous montrer que même avec les procédés en suspension aujourd'hui, qui nous ont permis clairement de monter en échelle, et avec les rendements actuels, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a encore du travail dans le domaine de la bioproduction, eh bien, il faut encore beaucoup de litres de culture et beaucoup de travail, beaucoup de ressources, et donc un coût associé à la production du médicament. Ici, je vous remonte l'exemple de la myopathie du chêne avant de vous montrer un exemple hémophilie. Donc le même produit, enfin la même étude myopathie du chêne chez le chien dont je vous ai parlé, et puis l'essai clinique de Généton aujourd'hui, avec des cohortes de patients injectés en 1 à 6, 10, 13 VG par kilo. Le premier patient ayant été injecté en 2022. Donc l'essai clinique est en cours, phase 1-2. Donc si on se base sur une dose de 5, 10, 13 VG par kilo, il nous faut 1,5, 10, 15 particules pour un enfant de 30 kg, parce que là, c'est un peu la cible chez les patients du chêne. On compte à peu près 3 000 patients en France.
Voici le rendement moyen qu'on obtient de nos bioréacteurs après purification. On fait le calcul, et comme vous pouvez voir, si on veut vraiment traiter tous nos patients français, il nous faudrait 360 runs de 500 litres, et donc 4 runs à raison de 4 runs par mois, pour une structure voilà, c'est une structure classique, il faudrait plusieurs années de travail. À moins d'avoir évidemment des bioréacteurs beaucoup plus importants, beaucoup plus gros, les 1000 litres, voire les 10 000 litres pour optimiser les runs de production. Et là, c'est l'exemple pour le produit pour commercialisé aujourd'hui pour l'hémophilie A. La dose thérapeutique est de 6,13 Vg par kilo. Donc là, j'ai pris un exemple pour les patients aux États-Unis, mais voilà, c'est le même calcul en France. Il faudrait 4,5 10-15 Vg pour un adulte de 75 kg, parce qu'ici, on a inclus des adultes atteints d'hémophilie. Et donc, on fait le même calcul, et voilà, on arrive à 3600 runs de 500 litres pour pouvoir injecter les 20 000 patients américains. Et c'est pour ça qu'en France, mais ailleurs dans le monde, mais en tout cas en France, il y a eu un grand défi lancé par le Secrétariat général pour l'investissement, lancé en 2020, qui s'appelle le Grand défi biomédicaments, et qui visait parce qu'il a été pris, la suite a été prise par la stratégie d'accélération des biothérapies dans le cadre du plan France 2030. Et l'objectif, eh bien, c'est d'améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production, qui est quand même un verrou clairement à lever pour permettre un accès total aux patients. Et dans ce cadre-là, plusieurs intégrateurs industriels, plutôt des plateformes académiques, parce qu'il y a de la R&D encore, et la R&D souvent, et l'innovation, c'est souvent côté recherche académique. Eh bien, le Grand Défi avait labellisé 6 intégrateurs, et puis la stratégie d'accélération aujourd'hui, 8 intégrateurs. Et donc à Nantes, on a nous une plateforme technologique appelée le Centre de production de vecteurs, CPV, qui fait partie de ces intégrateurs, labellisés par les deux stratégies nationales. Et en fait, on a des équipes de développement de procédés et des équipes de développement analytique. Parce qu'il y a la production, mais il y a aussi la caractérisation du produit. Il faut pouvoir démontrer aux agences réglementaires que le produit qu'on a développé, avec des procédés plutôt innovants et encore nouveaux, on n'est pas dans la synthèse chimique, pharmaceutique classique qui a des décennies d'âge, démontrer que le produit répond aux exigences réglementaires, qu'il est de qualité de grade clinique, qu'il contient le bon ratio particules vides, particules pleines, etc. Et donc, on a encore pas mal de développement analytique à faire. Alors, l'autre problématique, l'injection de forte dose, je suis au minutage, c'est l'immunogénicité. Parce que si on injecte de fortes doses, eh bien, on s'est rendu compte, la réponse immune chez le patient et aussi dans les modèles précliniques est dose dépendante. Et en fait, on augmente le risque d'induire une réponse immune chez l'hôte injecté avec le produit AAV, ou voire des toxicités innées, inflammatoires, qui peuvent aussi aboutir à des réponses immunes adaptatives. Donc, on peut avoir une réponse contre la capside virale qu'on a dans le vecteur, mais aussi contre le produit du transgène qu'on exprime. C'est vraiment les deux protéines, en tout cas les deux produits qui peuvent être reconnus par le système immunitaire. Mais on a aussi dans nos préparations de potentiels adjuvants, parce que vous avez vu, on produit dans des bioréacteurs, et ces adjuvants, ça peut être des contaminants, par exemple, issus des cellules productrices. Ces adjuvants, on sait, peuvent jouer un rôle d'activateur de la réponse immune. D'où l'intérêt d'avoir des préparations les plus propres possibles. Un autre problème, c'est l'immunité préexistante contre l'AAV. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit depuis les années 2000-2010 que c'est potentiellement un problème. Pourquoi ? Parce qu'on est naturellement infecté par l'AAV sauvage et on va avoir une réponse immune contre l'AAV qui peut venir empêcher le transfert de gènes. Alors, d'abord, cette réponse préexistante, elle peut être humorale. On peut avoir des anticorps anti-AAV neutralisants. Et aujourd'hui, on sait que cette réponse, elle est plutôt fréquente
En fait, l'AAV étant non pathogène, il passe inaperçu. Et en fait, dans la salle ici, on a certainement tous rencontré un jour un AAV sauvage. Et on a 75% des individus qui ont rencontré un AAV de sérotype 2 ou autre sérotype et qui se sont immunisés contre l'AAV. En tout cas, dans plusieurs études ici françaises de Carole Mazuria-Généton et ici d'une équipe américaine de Jim Wilson, eh bien, il montre que seulement moins d'un tiers des individus sains testés, c'est des individus sains, seulement un tiers sont négatifs, n'ont pas d'anticorps contre les AAV testés, les sérotypes d'AAV. De plus, les capsides sont ultra conservés, ce qui fait qu'on va avoir des cross-réactivités. On peut avoir des anticorps contre l'AV2, mais nos anticorps, ils vont pouvoir bloquer l'AV8, par exemple. Mais certains sérotypes sont plus favorables, et l'AV5, le sérotype AV5 utilisé pour les 2 produits hémophilie A et B, il se trouve que la capside est plutôt différente, qu'on est très peu immunisé contre l'AV5, c'est vraiment lié à la phylogénie de l'AV sauvage, et ça, c'est un élément très favorable pour le développement de produits hémophilés à base d'AV5. Alors, l'autre chose, c'est que si on a des anticorps neutralisants, il suffit d'une très petite quantité, on parle de titres d'anticorps, pour totalement empêcher le transfert de gènes. Ça a été montré dans les différents modèles animaux, mais ça a été aussi démontré chez un patient du premier essai hémophilie de l'équipe de Cathy Hay, un patient qui était positif vraiment faiblement, un 17e, c'est un titre très faible, et chez qui on n'a pas observé l'expression du facteur 9. De ce fait, aujourd'hui, pour les injections intraveineuses systémiques, on va screener les patients avant l'essai clinique et on va plutôt exclure les patients positifs. Donc c'est un vrai verrou aussi à lever. Avec quand même des solutions en cours de développement, des protocoles d'immunosuppression ou la plasmaphérèse, une méthode d'échange plasmatique pour purifier. Donc ça rajoute au protocole déjà innovant et lourd une stratégie thérapeutique en tout cas adjuvante très lourde, qui est en fait de faire des échanges plasmatiques, épurer le plasma des anticorps sur une fenêtre thérapeutique pendant laquelle on peut injecter le produit pour qu'il puisse atteindre les cibles. Alors par ailleurs, vraiment, on n'avait pas fait d'études de prévalence cellulaire chez les individus sains, mais on se rend compte que quand on est immunisé par l'AAV, on développe aussi des lymphocytes T mémoire. Et ces lymphocytes T mémoire, ils peuvent être réactivés quand on injecte l'AAV recombinant, le produit de thérapie génique. Et ça encore, les modèles animaux ne l'ont pas vraiment montré, comme quoi souvent c'est l'essai clinique qui parfois nous apprend des choses. Et en fait, c'est dans l'essai clinique hémophilie B, encore une fois de l'équipe Cathy Hay, la publication date de 2007, c'est l'un des premiers essais. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est un pic de transaminase après injection intrahépatique, ici d'un AV2 exprimant le facteur 9. Et puis, ce pic de transaminase, qui reflétait en fait finalement une hépatite, une souffrance hépatique, eh bien, ils ont démontré qu'il était associé à une expansion de lymphocytes T CD8 spécifiques de la capside de l'AV2, ce qui veut dire que ces CD8 étaient préexistants, mémoire, qui sont activés en présence du vecteur qui a été injecté, et ils ont été détruire les hépatocytes transduits dans lesquels en fait, le gène thérapeutique a été amené. Et la destruction des hépatocytes finalement traités a entraîné une libération des transaminases et une hépatite. Fort heureusement, ces hépatites ont été transitoires parce qu'elles ont très bien répondu aux corticostéroïdes, et c'est aujourd'hui d'ailleurs un des traitements standards pour gérer cette réactivation des lymphocytes. Alors, il a été montré, encore une fois là, clairement un effet dose, d'où l'intérêt de réduire les doses autant qu'on peut avec des produits les plus efficaces possibles. Et par contre, ce qui a été montré, alors là c'est un autre essai clinique de l'équipe d'Amit Natwani à Londres, c'est que le monitorage qu'on a instauré, qui consistait à mesurer l'activation des lymphocytes CD8 des patients et mesurer un biomarqueur qui est la sécrétion de l'interféron gamma, qui est une cytokine effectrice, eh bien, ce n'est pas forcément toujours un bon marqueur. Ici, vous pouvez voir chez 2 patients injectés à cette dose-là qu'ils ont bien une réactivation des lymphocytes qui sécrètent l'interféron gamma, mais ils n'ont pas de pic de transaminase. Donc, il nous faut encore trouver les bons marqueurs pour le suivi des patients, pour le suivi de la réponse cellulaire chez les patients. Et donc, petite diapo pour juste résumer la partie immunogénicité.
Donc ça a des conséquences qui peuvent être problématiques, puisqu'on peut exclure des patients, on peut diminuer l'effet thérapeutique d'un produit, on peut même générer des effets secondaires, comme l'exemple de l'hépatite que je vous ai montré, et on ne peut pas réadministrer le produit parce que les patients sélectionnés négatifs, eh bien, ils se séroconvertissent systématiquement, ils produisent des anticorps qui, à leur tour, vont neutraliser le produit si on veut l'injecter une deuxième fois, parce que l'effet s'est estompé avec le temps. Mais on a des solutions, des corticostéroïdes, des protocoles d'immunosuppression ont été montrés efficaces chez les patients. Il faut développer des nouvelles capsides qui échappent à cette réponse préexistante chez le patient. Et puis, je vous ai parlé d'autres solutions, notamment la plasmaphérèse, et puis bien d'autres développements dans les différents laboratoires. Et en fait, je pense vraiment pour la problématique toxicité immunologique, la meilleure façon d'avancer, c'est que les sponsors des essais cliniques, notamment les sponsors industriels, il faut qu'ils travaillent ensemble, parce qu'on a très peu de patients dans les essais cliniques phase 1-2. On s'adresse à des maladies rares, avec une variabilité interindividuelle, comme je vous ai montré. Et la seule façon d'avancer, de comprendre, de mieux prédire et de mieux traiter les patients, c'est clairement d'échanger les données. Et c'est quelque chose, je voulais juste vous montrer très rapidement un exemple nouveau. Oups, désolé pour les... Je fais vite là, parce que je vois que je suis un peu en timing un peu longue. Un exemple très récent pour la myopathie de Duchenne, pour laquelle il y a 4 essais cliniques en cours. Celui-ci, c'est le produit qui vient d'être approuvé, autorisé en juin. Donc, 4 sponsors industriels, 4 produits différents, parce que ce n'est pas les mêmes sérotypes, ce n'est pas la même microdystrophine, ce ne sont pas les mêmes doses. Et en fait, il se trouve que dans 3 de ces essais cliniques, il a été observé, et donc là, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en juin 2023, donc c'est tout récent. Donc les cliniciens, les investigateurs cliniciens ont observé des effets secondaires très similaires chez 3 patients, puis 2 autres, chez 5 patients, de 3 des essais que je vous ai montrés là. Clairement, si chaque sponsor industriel et chaque clinicien avait avancé de son côté seul, je pense qu'on n'aurait pas vraiment compris l'origine de l'effet secondaire. A été créé un groupe de travail coordonné, je ne sais pas comment, enfin en tout cas, je mélange l'anglais et le français, désolé, par des investigateurs académiques. Et ces effets secondaires qui consistaient en fait une faiblesse musculaire, une myosite, des signes de myosite musculaire et de myocardite chez 3 sur les 5 patients, il s'est avéré qu'ils étaient dus à une réponse immune dirigée contre le produit du transgène, la microdystrophine, et que quand ils ont échangé les données sur les génotypes des patients et puis ces données de réponse immune, eh bien, les 5 patients n'exprimaient pas une zone de la protéine, des épitopes, qu'on retrouvait dans les 3 mini-dystrophines différentes utilisées dans les essais cliniques. Ce qui a permis à toute la communauté d'exclure ces patients à risque avec ces mutations particulières qui représentent à peu près 15% des patients DMD. Je pense que je vais passer l'intégration parce que je vois que... D'accord. Sauf si tu en parles, Mario. je suis longue. Alors du coup, juste pour vous dire que jusque-là, on pensait que l'AV ne s'intégrait pas du tout et qui restait sous forme épisomale. En réalité, on a de plus en plus de données qui montrent on détecte des événements intégratifs. Et notamment, pour l'hémophilie, c'est une des études phares d'ailleurs dans le sujet, de l'équipe américaine, donc la suite du développement de l'équipe de Cathy Eye, donc publiée en 2021, et bien chez les chiens hémophiles injectés avec un AV2 ou un AV8, exprimant le facteur 9, ils ont détecté des sites d'intégration, souvent autour de gènes actifs, mais ça a été également montré pour les autres vecteurs viraux intégratifs. L'activité des gènes peut favoriser l'intégration de ces génomes viraux. Fort heureusement, il n'a pas été observé chez ces chiens, mais aussi dans toutes les autres études qui commencent à être nombreuses. Les études montrent que la fréquence est très faible, comparé à d'autres vecteurs viraux. Et surtout, on n'a pas observé, en tout cas à ce jour, de mutagénèse insertionnelle ou d'oncogénèse. Néanmoins, cela pose la question d'un suivi à long terme
d'un suivi plus long dans le temps, hein, et les agences réglementaires voilà, réfléchissent à un suivi beaucoup plus long des patients injectés avec des fortes doses notamment, parce que, là encore, la fréquence des événements d'intégration est proportionnelle à la dose injectée. Et donc je finis, c'est mes 2 dernières slides, c'est avec le prix. Parce qu'on a des produits qui marchent, qui sont autorisés sur le marché, avec encore pas mal de verrous technologiques, comme je vous ai montré. Et encore, c'est difficile d'être exhaustif en peu de temps, il y a plein d'autres. Mais juste pour vous montrer qu'on a des prix assez élevés pour les différents produits autorisés aujourd'hui sur le marché. On est plutôt autour de 2 millions, voire 3 millions. Alors ça augmente parce qu'on est en train d'arriver à des produits injectés par voie intraveineuse à forte dose. La dose est élevée, donc le coût de la production est élevé. Mais évidemment que ces coûts-là ne reflètent pas le coût du développement préclinique, de l'essai clinique et de la production des lots. Il y a aussi clairement des marges industrielles et c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble à un modèle économique viable pour l'accès des patients à ces nouveaux médicaments innovants. C'est évidemment politique, ça dépend beaucoup des décisions politiques, mais je pense que ça dépend aussi de notre pouvoir de persuasion, tous ensemble, patients, chercheurs, cliniciens, familles de patients. Et donc là, il y a vraiment un enjeu majeur. Donc, pour résumer, les médicaments, c'est une réalité pharmaceutique, mais c'est surtout une réalité médicale pour les patients. Il reste encore beaucoup de défis technologiques. Donc, on a encore beaucoup de travail en tant que chercheur à la paillasse. Donc, comme quoi, on a fait paillasse, patient, et puis là, on retourne à la paillasse pour développer des nouveaux vecteurs plus performants, des nouveaux vecteurs moins immunogènes, ou des stratégies d'immunomodulation, d'immunosuppression efficaces pour éviter la réponse immune, et puis les procédés de production plus efficaces afin de réduire les coûts. Il faut en parallèle, j'en ai pas parlé, inventer ou réinventer la réglementation pour accompagner ce nouveau marché pharmaceutique et surtout inventer un modèle économique pour permettre un accès équitable des patients. Et je m'arrête là et j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu, je pense. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, merci en tout cas pour cette très belle présentation. Très exhaustive en tout cas sur les difficultés et toutes les limites en tout cas de l'utilisation de ces AAV. Déjà, je me permets de demander si dans la salle il y a des questions par rapport à cette présentation. Oui, Thomas Sagnier. Bonjour à tous. Bonjour madame. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste dire que au regard de l'efficacité que vous avez présentée, au fond, la capacité de faire passer des patients atteints d'hémophilie au fond sévère à 5%, etc., était un grand gap, un grand progrès. On peut que le saluer, mais au fond, c'est aussi très insuffisant, parce que les personnes qui sont atteintes d'hémophilie et qui ont encore 5% peuvent saigner de manière importante, surtout s'ils ont des séquelles, puisque la thérapie génique n'est admissible qu'à partir de 18 ans, donc avec potentiellement déjà des gens qui ont des... Donc j'allais dire, la force et l'efficacité de ce type de médicaments, de stratégie, plutôt que médicaments d'ailleurs, de stratégie thérapeutique, si notre objectif c'est simplement 5%, en plus, en comparaison des autres médicaments qui existent, puisqu'on a la chance d'avoir accès à beaucoup de médicaments déjà existants, je pense que ce serait un objectif très largement insuffisant. Or, vous avez cité, et c'est peut-être la question moi que j'avais après ce constat, c'est vous avez dit, au fond, on a besoin aujourd'hui d'une très grande dose de vecteurs pour pouvoir être efficace. Est-ce qu'il existe dans les perspectives d'avoir au fond des vecteurs qui soient qui soient plus efficaces en termes de... qu'il n'y ait pas cette nécessité d'avoir un grand nombre de vecteurs, puisque potentiellement, ils ont des impacts sur l'efficacité et bien sûr la toxicité. Donc, est-ce qu'il y a une voie là de recherche? Vous l'avez peut-être à un moment donné un peu évoqué, mais je voudrais que vous reveniez dessus, s'il vous plaît.
Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. L'objectif des 5%, en fait, je pense qu'on avance étape par étape dans le domaine parce que voilà, on développe des médicaments innovants. Donc la première étape, c'était d'arriver à une expression suffisante pour améliorer, si j'ose dire, la maladie, mais c'est insuffisant comme vous l'avez dit. Donc, d'où, après, avec le temps, et donc on est bien au-delà de 5% aujourd'hui pour les derniers produits en essais cliniques qui ne sont pas encore autorisés, l'optimisation des vecteurs, mais aussi du gène en lui-même. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs équipes, et d'ailleurs il y a des essais cliniques, qui utilisent des vecteurs optimisés, souvent par ingénierie moléculaire. On va générer des variants moléculaires qui montrent une efficacité bien supérieure. Et donc la suite de l'essai clinique de l'équipe de Katia et de Spark, ils sont passés à un vecteur propriétaire dont on ne connaît pas vraiment la séquence, en tout cas de la capside, mais qui est un variant nouveau, différent, donc ils ne sont plus avec le 2 ou le 8 qui ont été utilisés au départ, et qui est bien plus efficace et qui permet voilà, un niveau d'expression bien plus élevé. L'autre voie d'administration, c'est d'utiliser une stratégie de codons optimisés, optimiser les codons du gène, donc du facteur 8 ou du facteur 9. Et là encore, ça a été montré dans plein de papiers, et c'est utilisé dans les essais cliniques actuels pour avoir un niveau d'expression bien élevé. Et il y a d'autres équipes qui travaillent sur le promoteur en lui-même. Parce qu'au départ, on a utilisé les promoteurs qu'on connaissait, qui étaient séquencés. Aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent sur l'optimisation des promoteurs, qui permettent de contrôler l'expression du gène thérapeutique. Et ces promoteurs, on peut y rajouter, par exemple, des séquences enhancer pour augmenter le niveau d'expression. Donc il y a vraiment une combinaison de stratégies, et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, on est dans un domaine qui nécessite clairement la collaboration de plusieurs équipes. Alors un qui apporte le promoteur, l'autre le variant et l'autre le gène thérapeutique optimisé. Mais dans les données de Spark que j'ai pu voir, je crois qu'ils sont à 30% d'expression et plus à 5%. Donc 30%, c'est déjà, je pense, d'un point de vue thérapeutique, un très bel objectif. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé à un moment dans votre intervention d'un degré de caractérisation des molécules de thérapie génique qui était peut-être encore insuffisant. Et alors souvent dans les essais cliniques, on précise le ratio entre les capsides vides, les capsides pleines, mais on a assez peu d'informations finalement sur les particules qui ne contiennent qu'une partie du transgène. L'autre élément aussi, en tout cas dans l'hémophilie, on voit que les molécules qui sont produites à partir de plateformes SF9 sont souvent injectées à des doses bien plus élevées que celles produites à partir de plateformes HEK. Et est-ce que finalement ce ne serait pas lié aussi au fait que les molécules produites à partir de plateformes SF9 contiennent plus de particules incomplètes? Mais vous avez la réponse. Ça a été montré. Alors, je vais peut-être répondre par comment ça a été montré. En fait, on sait cibler les séquences pour dire voilà, on titre les particules qu'il nous faut avec les bonnes séquences. Mais il faut faire plein de PCR. Et en fait, les vides, on peut faire un ratio, mais il n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers des techniques de séquençage à haut débit du génome entier. Du génome viral entier. Donc c'est de plus en plus utilisé, c'est évidemment un peu plus coûteux, un peu plus lourd à mettre en place, mais en tout cas les sponsors aussi le mettent en place. Alors nous à Nantes, on a beaucoup travaillé sur le développement d'une méthode de séquençage à haut débit qui permet justement d'aller chercher aussi ces particules avec juste des bouts de génome et qui sont inefficaces. Et donc on a collaboré récemment avec une équipe américaine, l'équipe de Guanping Gao, qui est une équipe de vectorologie. C'est d'ailleurs un chercheur américain qui a identifié quelques sérotypes naturels. Et en fait, on a testé des prods produites avec SF9 et des prods produites avec 293, avec cette méthode de séquençage à haut débit, et ce qu'on montre qu'effectivement, l'hétérogénéité est bien plus importante avec SF9, et d'autres ont montré aussi qu'il y a beaucoup plus de particules vides avec SF9. Juste, on est dans une méthode de production qui n'est pas encore optimisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à ma connaissance, la majorité des manufactureurs, si j'ose utiliser le mot en anglais, en tout cas des producteurs, des bioproducteurs, s'orientent vers la plateforme HEK 293.
Et nous, à Nantes également, on a décidé de mettre en stand-by la plateforme SF9 baculovirus et nous concentrer nos développements sur la plateforme 293. Parce que dans la dose qui est injectée, on est d'accord, on titre aussi ces particules incomplètes. Mais ces particules, quand à un moment donné, vous avez aussi évoqué la question des intégrations, le génome, même s'il est incomplet, il est susceptible de s'intégrer via les séquences ITR. Alors, tout dépend de ce qu'on a voilà. dans ce qui est encapsidé, mais en effet, si on a les séquences ITR, on sait que les séquences ITR sont impliquées dans le mécanisme d'intégration et que ces séquences auraient même un effet promoteur interne elles-mêmes, comme les LTR et enfin tout ce qui est pour les rétrovirus. Et donc oui, ce qu'on injecte, c'est un mélange. L'autre problématique, c'est qu'en fait, on va aussi augmenter la charge en antigène par rapport à la capside, parce qu'on a des capsides vides qui apportent plus d'antigènes et qui peuvent donc être responsables de la réactivation. Donc plus on a des productions propres, mieux ce sera pour la translation clinique. Moi, du coup, je me permets de compléter. Est-ce qu'on a vraiment une idée exacte du ratio? Parce qu'en fait, c'est pas très clair. Je suis désolé, si on regarde les produits, on ne sait pas effectivement ce ratio entre les particules vides et les particules pleines, entre guillemets. Comme l'a dit Antoine, à juste titre, on ne sait pas ce que font en fait, ces particules vides. Ils s'intègrent quelque part, il y a un petit bout de gène, on ne sait pas ce que ça peut éventuellement entraîner à moyen et à long terme. Donc, enfin, aujourd'hui, je ne crois pas, en tout cas en hémophilie, non. Après, je ne sais pas effectivement dans les autres domaines si on a vraiment ce ratio qui reste quand même intéressant. En tout cas, ça pose question. Ça pose totalement question parce qu'il n'y a pas de standardisation aujourd'hui. Donc, j'aurais pu le mettre là, mais vraiment, un objectif majeur de la communauté, c'est de standardiser les méthodes, parce qu'aujourd'hui, on ne produit pas de la même manière, on ne purifie pas de la même manière, et on ne titre pas, on ne caractérise pas de la même manière. Donc, autant dire que vraiment, un produit qui dirait j'ai 80% de particules pleines, et un autre qui dit non, moi j'ai 40%, je ne sais pas en fait, on ne sait pas. Parce qu'il faudrait récupérer tous ces batchs cliniques, les tester en parallèle avec des méthodes standardisées pour en savoir plus. Donc on est loin de la standardisation parce que c'est un domaine jeune, mais il faut vraiment aller vers la standardisation au plus vite. Et il faut que les agences réglementaires aussi ils poussent la communauté à standardiser. Alors, c'était une de mes questions justement par rapport à ce que vous dites. Comment se fait-il alors que les agences réglementaires octroient les autorisations par rapport à un référentiel qui n'existe pas ou qui est très hétérogène? Parce que du coup, on se retrouve avec des produits, on va dire, validés, autorisés, mais le comparatif demeure au-delà des essais cliniques. Donc, voilà. Alors, c'est imparfait, mais il y a quand même des choses de fait. Notamment, la communauté internationale, à Nantes et Généton, on en a fait partie, en fait. On a produit des référentiels, des standards, ce qu'on appelait des RSM, qu'on a rendus publics. Alors, on a fait le 2 et le 8. Et ces référentiels, ils peuvent être utilisés en parallèle de la titration, de la quantification des génomes viraux d'un produit X, Y, Z. Donc, mais les efforts, voilà, on est dans un domaine finalement récent qui, je pense, s'accélère très vite au niveau du marché, c'est vrai. Et il faut mettre un bon coup d'accélérateur sur la partie standardisation en parallèle. On a eu la chance de voir il y a quelques jours une présentation d'un collègue indien sur un essai l'antiviral à promotion totalement financé par le gouvernement indien. Ce qui est un bon exemple d'après ce que vous nous expliquez, ce qui effectivement, on a l'impression qu'en France, on est un peu entre deux chaises, avec des scientifiques qui travaillent activement, qui sont à l'origine de brevets, une volonté de contrôler, en tout cas de la production avec l'effort de 2030 là, que vous nous avez présenté. Est-ce que c'est envisageable, vous n'avez pas la réponse, mais j'aimerais connaître votre point de vue, est-ce que c'est envisageable qu'il y ait un transfert à un moment sur le monde académique et sur un financement gouvernemental, justement de la production de différents produits pour régler aussi le problème du coût Alors, c'est envisageable. Alors, la stratégie d'accélération dont je vous ai parlé, biothérapie, dans l'enveloppe globale je ne vais pas dire de bêtises, c'est 800 millions, je crois, il y a une grande partie qui est dédiée à la bioproduction.
La problématique que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les structures académiques, elles peuvent... je prends notre exemple, comme ça sera vraiment plus parlant. Notre centre de production, il n'est pas GMP. Donc déjà, on développe des procédés, par contre, GMP compatibles. On sait faire. Mais il faut qu'à un moment, on puisse transférer à des industriels. C'est un coût, en fait, pour les académiques, de développer des procédés. Donc nous, on a décidé quand même, contrairement à d'autres académiques, de dérisquer les procédés jusqu'à 50 litres. Ce qui est assez unique, parce que voilà, les structures académiques, 100% académiques, en général, elles vont développer des procédés à petite échelle. Mais nous, en fait, voilà, on sait qu'à 50 litres, on a dérisqué le procédé. Si on le transfère à une structure GMP, ben, ce procédé, il va marcher. Et tout l'effort de la stratégie d'accélération, c'est de créer une articulation efficace entre des structures académiques qu'ils ont labellisées intégrateurs pour la thérapie génique lentille, pour la thérapie génique AAV, pour la thérapie génique cellulaire, pour les exosomes, il y a plusieurs intégrateurs, et des structures qui produisent, mais qui aujourd'hui sont en majorité privées. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, c'est cette articulation qui, je pense, doit encore être bien réfléchie en France pour que ça marche. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question, et puis on va passer. Merci, je vais faire vite. Dans le domaine de l'hémophilie, cette réaction immunitaire et l'inflammation hépatique qui en découle, on l'observe de manière plus importante chez les patients atteints d'hémophilia que l'hémophilie B. Et au-delà de la réaction contre la capside, une des hypothèses, c'est de dire que finalement, le lieu de synthèse de facteur 8, ce n'est pas l'hépatocyte. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des AAV ou AAV modifiés qui pourraient efficacement cibler la cellule endothéliale, ou il faut réfléchir à d'autres types de moyens de transduction? Quel sera le vecteur idéal pour la cellule endothéliale? Alors, c'est une grande question. Je ne vais pas avoir la réponse comme ça, mais voilà, en fait, je pense que vraiment, là encore, on a commencé par vérifier l'expression de tropisme dans les grands tissus, les grandes classes d'organes. Et on n'a pas forcément été regarder des cellules pourtant majeures, comme les cellules endothéliales, ou je donne un autre exemple, les cellules microgliales, dans la rétine ou le système nerveux central, qui sont là, qui sont fortement impliquées dans la physiologie d'un tissu sain, mais également dans la physiopathologie en cas de maladie, et qui pourraient être les sources idéales du gène thérapeutique qu'on veut exprimer. Et donc, aujourd'hui, clairement, avec les données qu'on a pu obtenir, nous à Nantes, on a une banque de tissus d'études précliniques, et donc on est en train de revenir en arrière, aller regarder ces cibles qu'on n'a pas regardées au départ, parce qu'on se disait, si ça s'exprime à partir du foie ou du muscle, c'est parfait. Après, sur l'immunogénicité, c'est un petit peu plus compliqué. Si on prend l'exemple de l'hémophilie A et l'hémophilie B, c'est certainement multifactoriel, mais le facteur 9, il pourrait en lui-même, en tant que protéine, avoir un effet immunomodulateur sur le système immunitaire que le facteur 8. Donc, ce n'est certainement pas que le lieu, mais c'est aussi la nature même de la protéine qu'on exprime chez les patients qui peut aussi moduler cette réponse immune. Et puis, la réponse interindividuelle, évidemment, le génotypage HLA qu'on ne fait pas et qu'on ne connaît pas, et puis l'histoire naturelle du patient. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie.